Dans les rues pavées de Paris, derrière les façades haussmanniennes élégantes, se cache un secret que peu d'étrangers comprennent vraiment. Les Français ont développé un art de vivre qui défie toute logique économique moderne. Ils dînent dans des bistrots 3 fois par semaine, partent en vacances 4 fois par an, conduisent des voitures qui ont vu 3 présidents défiler, et pourtant, leur compte bancaire semble toujours en équilibre. Comment est-ce possible dans un pays où les impôts sont parmi les plus élevés d'Europe? La réponse ne se trouve pas dans les statistiques du PIB, mais dans une philosophie de vie transmise de génération en génération. Une philosophie qui privilégie la qualité à la quantité, l'expérience à la possession, et le savoir-vivre au paraître. Dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? Êtes-vous déjà tombé sur ce paradoxe français? Marie scrutait son compte bancaire avec un sourire énigmatique. 420 € jusqu'à la fin du mois. Pourtant, ce soir, elle retrouvait ses amis dans ce restaurant du Marais où l'addition dépassait facilement 50 € par personne. Demain, elle avait prévu d'acheter ce fromage d'exception chez son affineur préféré. Aucune inquiétude ne traversait son esprit. Elle incarnait parfaitement ce paradoxe qui rend fou les consultants financiers américains débarquant à Paris. Son appartement de 42 mètres carrés dans le 11e arrondissement aurait horrifié ses cousins de Houston qui considéraient 150 mètres carrés comme le minimum vital. Pas de sèche-linge, pas de lave-vaisselle dernier cri, pas d'écran plat géant. Juste des murs blancs, quelques meubles chinés aux puces, une bibliothèque débordante de livres annotés, et cette vue sur les toits de zinc qui valaient tous les pantous du monde. Le téléphone de Marie datait de 4 ans. Un iPhone qu'elle avait fait réparer 3 fois plutôt que de le remplacer. Ses collègues s'en moquaient gentiment, brandissant leur dernier modèle à 1200 €. Elle haussait les épaules. Ces 1200 € représentaient 15 dîners au restaurant, 3 week-ends en Normandie, ou 2 places pour l'opéra avec des amis. Le choix était vite fait. Dans son armoire s'alignaient 20 pièces soigneusement sélectionnées. Pas de fast fashion, pas d'achat compulsif le samedi après-midi. Un trench Burberry acheté d'occasion il y a 10 ans. Une robe noire Cézanne qui traversait les saisons. Des jeans APC que son père lui avait offerts pour ses 30 ans. Chaque vêtement racontait une histoire, portait une intention. L'idée d'acheter 5 robes à 20 € chez Zara lui semblait aussi absurde que de boire du mauvais vin en quantité. Ce samedi matin, Marie flânait au marché d'Aligre. Elle connaissait chaque commerçant par son prénom. Ahmed, le primeur, gardait toujours les premières fraises de Carpentras pour ses clients fidèles. Madame Beaumont vendait le meilleur poulet de Bresse à un prix qui aurait fait pleurer un bio-supermarché. Le fromager lui découpait un morceau de comté 24 mois d'affinage en expliquant son terroir comme d'autres parlent de grands crus. Elle dépensa 45 € pour les courses de la semaine. Un montant qui aurait choqué ses amis allemands adeptes du hard discount. Mais ces 45 € contenaient plus de plaisir, de saveur et de moments partagés que 3 caddies remplis de produits industriels. Le soir même, elle inviterait 6 personnes à dîner. Un pot-au-feu mijoté pendant 4 heures, du pain au levain de la boulangerie d'en face, un plateau de fromage que ses invités prendraient en photo avant de se jeter dessus. Le secret français tenait dans cette alchimie étrange. Refuser le superflu pour s'offrir l'essentiel. Vivre dans moins de mètres carrés pour habiter les meilleurs quartiers. Porteur les mêmes vêtements pendant 10 ans pour pouvoir déjeuner en terrasse 3 fois par semaine. Conduire une Clio de 2010 pour partir en Bourgogne tous les mois découvrir des domaines viticoles. Thomas, le meilleur ami de Marie, incarnait cette logique à la perfection. Ingénieur informatique, il gagnait confortablement sa vie. Pourtant, il habitait un studio de 30 mètres carrés à Belleville. Pas de voiture. Un ordinateur professionnel et un ordinateur personnel, rien de plus en électronique. Mais il possédait une cave à vin de 200 bouteilles, s'offrait un stage de cuisine chaque trimestre, et prenait l'avion pour Lisbonne ou Barcelone dès qu'un long week-end se profilait. Leurs amis anglo-saxons ne comprenaient pas. Comment pouvaient-ils se prétendre aisés en vivant dans des espaces si réduits, en gardant leur téléphone aussi longtemps, en achetant leurs vêtements en seconde main? La réponse les déconcertait toujours. Les Français ne confondaient pas niveau de vie et qualité de vie. Ils avaient appris, par nécessité puis par culture, à maximiser le plaisir plutôt que la possession. Cette philosophie s'ancrait dans l'histoire. Des siècles de révolutions, de guerres, de bouleversements politiques avaient enseigné une leçon cruciale. Les biens matériels disparaissent, les expériences restent. Un Français préférait raconter ce dîner mémorable à Saint-Malo il y a 15 ans plutôt que de montrer sa nouvelle télévision. La mémoire collective regorgeait de récits où les fortunes s'étaient évaporées du jour au lendemain, mais où les souvenirs,
eux, demeuraient intacts. Marie se souvenait de sa grand-mère racontant l'après-guerre. Comment elle avait tout perdu, mais comment le repas partagé avec des voisins, autour d'une simple soupe, restait gravé comme un moment de grâce. Cette grand-mère qui dépensait sans compter pour un bon repas mais qui portait le même manteau pendant 20 ans. Elle avait transmis cette sagesse à sa fille, qui l'avait transmise à Marie. Une chaîne invisible mais puissante qui traversait les générations. Le système français renforçait ce mode de vie. La sécurité sociale, les allocations familiales, les 35 heures, les 5 semaines de congés payés créaient un filet de sécurité permettant de dépenser autrement. Un Américain devait épargner pour ses études, sa santé, sa retraite. Un Français pouvait consacrer ses sommes à vivre mieux aujourd'hui. Cette différence expliquait pourquoi un Parisien gagnant 3 000 € net vivait apparemment mieux qu'un New-Yorkais gagnant 7 000 $. Marie observait ses collègues étrangers tomber dans le piège inverse. Ils louaient des appartements spacieux en banlieue lointaine, achetaient des voitures neuves à crédit, remplissaient leurs armoires de vêtements qu'ils ne porteraient jamais. Et ils se plaignaient de ne jamais sortir, de ne pas profiter de Paris, de ne pas comprendre pourquoi ils se sentaient pauvres malgré leur salaire confortable. Elle essayait parfois de leur expliquer. Vends ta voiture, prends le métro, rapproche-toi du centre. Arrête d'acheter 5 chemises par mois, investis dans 3 belles pièces qui dureront 10 ans. Transforme ton budget Netflix, Amazon, Disney, Spotify en un budget restaurant, théâtre, exposition. La plupart souriaient poliment, incapables de franchir ce pas conceptuel. Le paradoxe français ne se résumait pas à une question d'argent mais de temporalité. Les Français pensaient en décennies là où d'autres pensaient en trimestres. Acheter un manteau à 800 € semblait fou jusqu'à réaliser qu'on le porterait 15 ans. Investir dans une cafetière italienne en aluminium à 60 € paraissait excessif jusqu'à comprendre qu'elle survivrait à 10 machines à capsules. Cette vision longue transformait chaque achat en investissement. Marie se rappelait son arrivée à Paris 10 ans auparavant. Étudiante fauchée, elle gagnait 800 € par mois. Pourtant, elle vivait mieux que maintenant dans certains aspects. Elle profitait des musées gratuits le premier dimanche du mois, achetait des places de théâtre à 10 € pour les moins de 28 ans, traînait dans les bibliothèques municipales. Paris offrait une richesse culturelle accessible que peu de villes égalaient. Elle avait appris à cuisiner par nécessité économique. Ce qui commença comme une contrainte devint une passion. Aujourd'hui, elle époustouflait ses invités avec un bœuf bourguignon qui aurait fait pleurer de joie sa grand-mère. Cette compétence lui économisait des milliers d'euros par an tout en lui offrant infiniment plus de satisfaction que n'importe quel restaurant étoilé. Le dimanche après-midi, Marie et Thomas arpentaient les vide-greniers. Ils y dénichaient des trésors pour quelques euros. Une lampe JLD à 20 €. Une pile de vinyle à 2 € pièce. Un service à café Art déco pour 15 €. Ces objets avaient une âme, une histoire. Ils valaient 10 fois leur prix en neuf, mais surtout, ils échappaient à cette uniformité aseptisée des chaînes de décoration modernes. Cette chasse au trésor représentait aussi un loisir gratuit. 4 heures à flâner, discuter avec les vendeurs, imaginer la vie de ces objets. Certains de leurs amis dépensaient 200 € pour un escape game ou un karting. Eux trouvaient leur plaisir dans ces déambulations dominicales, rentrant chez eux avec 3 objets uniques et 30 € en moins dans leur porte-monnaie. L'été approchait. Marie avait mis de côté 700 € pour ses vacances. Pas de club tout compris aux Maldives, pas de croisière caribéenne. Elle partirait 3 semaines dans le Luberon avec 6 amis. Location d'une maison à se partager, marchés locaux, randonnée dans les ocres, dégustation de vin à la propriété. Ces 700 € couvriraient tout. Et ces 3 semaines laisseraient plus de souvenirs que 2 semaines dans un resort international où tout se ressemble. Ses parents, retraités confortables, vivaient selon les mêmes principes. Leur appartement parisien de 70 mètres carrés valait une fortune. Ils auraient pu vendre, s'installer dans une maison avec jardin en province, placer la différence. Ils refusaient catégoriquement. Leur richesse résidait dans ces cafés en bas de chez eux, ces cinémas de quartier, ces amis à 10 minutes à pied, cette vie culturelle à portée de métro. Le père de Marie conduisait la même Peugeot 206 depuis 15 ans. 180 000 km au compteur. Il l'entretenait religieusement chez son garagiste de confiance. Pour le prix d'une voiture neuve, il avait financé 10 ans d'abonnement à l'opéra, des dizaines de week-ends en Bretagne, et une cave à vin dont il parlait avec plus de fierté que d'autres de leur Tesla. Cette philosophie créait des malentendus cocasses. Quand des touristes photographiaient des Parisiens en terrasse à 14 h un mardi, ils imaginaient une classe oisive fortunée.
il ne réalisait pas que ces mêmes personnes habitaient des chambres de bonne, portaient les mêmes jeans depuis 5 ans, et avaient choisi de sacrifier l'espace et les gadgets pour s'offrir ces moments de grâce. Marie avait une collègue américaine, Jennifer, qui gagnait le double de son salaire. Jennifer habitait un 3 pièces neuf à Montrouge, possédait une voiture récente, changeait de téléphone chaque année, achetait ses vêtements dans les enseignes à la mode. Pourtant, elle se plaignait constamment de ne pas avoir d'argent, de ne jamais sortir, de trouver Paris cher. Elle ne comprenait pas comment Marie, avec son salaire inférieur, semblait nager dans l'abondance. Un jour, Marie lui proposa un exercice. Lister toutes leurs dépenses mensuelles. Jennifer découvrit avec stupeur qu'elle dépensait 400 € en abonnements divers dont elle n'utilisait que la moitié. Son loyer était 2 fois plus élevé pour vivre 2 fois plus loin. Sa voiture lui coûtait 450 € par mois entre le crédit, l'assurance, l'essence et le parking. Elle achetait pour 200 € de vêtements mensuellement qu'elle portait rarement. Marie, elle, dépensait 600 € pour son loyer dans un quartier vivant. 0 en transport grâce au pass Navigo. 50 € de vêtements par mois en moyenne sur l'année. Mais 300 € en restaurant, sorties culturelles, et voyages. Jennifer possédait plus. Marie vivait mieux. L'équation française dans toute sa splendeur. Cette révélation bouleversa Jennifer. Elle vendit sa voiture, prit un studio dans le Marais, commença à fréquenter les vide-greniers. 6 mois plus tard, elle rayonnait. Son compte bancaire n'avait pas grossi, mais sa vie s'était enrichie de façon qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle avait compris le secret que les Français mettaient des décennies à articuler. La richesse ne se mesurait pas en possession mais en possibilité. Le soir du dîner, Marie ouvrit sa porte aux invités. Thomas arriva avec 2 bouteilles de vin naturel de vigneron qu'il avait rencontré en Ardèche. Sophie et Marc apportèrent un gâteau de leur pâtissier préféré. Les autres arrivèrent les mains pleines de rires et d'histoires. Jusqu'à minuit, ils mangèrent, burent, discutèrent, débattirent de tout et de rien. Ce dîner avait coûté à Marie 30 € de course. Les bouteilles valaient 20 € chacune. Le gâteau 15. Pour 85 € au total, cette personne passait une soirée mémorable. Un restaurant leur aurait coûté 400 € pour une expérience probablement moins riche, moins intime, moins vraie. En rangeant la cuisine à 1 h du matin, Marie repensa à son compte bancaire. 370 € jusqu'à la fin du mois. Elle sourit. Samedi prochain, exposition au Grand Palais avec Sophie. Dans 2 semaines, week-end à Étretat avec Thomas. Le mois suivant, cette pièce de théâtre dont tout le monde parlait. Elle ne possédait presque rien. Elle vivait richement. Le paradoxe français n'en était finalement pas un.